Je vous montre 2 extraits d'une capsule de Sophie Morin, thérapeute, qui sont super intéressantes, puis je vous explique après c'est quoi le mot du rapport avec les médias sociaux numériques. Intéressant d'utiliser cet exemple-là parce que c'est dans les 10 premières minutes du premier épisode qu'on campe le personnage, mais c'est la même chose que dans la vraie vie. Quand on rencontre quelqu'un, les premiers instants sont assez critiques. Il y a quelque chose de pas normal et c'est pas tant dans leur langage non-verbal, c'est pas qu'ils vont forcer le non-verbal, c'est que leur attitude associée au contexte est anormale. Pour mettre en contexte, Sophie, ici, elle fait une analyse du personnage principal de The Mentalist pour expliquer c'est quoi les signes de psychopathie quand on rencontre quelqu'un la première fois. Puis là, je vais pas du tout aller là-dedans, c'est pas du tout mon domaine, la psychopathie, je ne suis pas psychologue ou thérapeute, sauf que ce qu'elle dit dans cette capsule-là, c'est super intéressant quand il s'agit de, justement, interpréter ou comprendre les relations parasociales qu'on peut entretenir en ligne. Puis là, je parle de relations parasociales, mais des relations parasociales, c'est pas nécessairement directement corrélé aux médias sociaux numériques. C'est-à-dire que ce phénomène-là d'entretenir des relations unidirectionnelles avec des personnes qu'on voit à travers un écran, puis entretenir ces relations-là dans une sorte d'imaginaire, ça date pas d'Internet, ça date les médias en général, les journalistes, les acteurs, des actrices, bref. Fait que pour être plus général et plus clair, en fait, sur justement le type de relations desquelles je parlerais peut-être plutôt de relations bidirectionnelles, mais intermédiatisées. Fait que des amis qu'on peut se faire en ligne, avec qui on entretient une relation vraiment d'échange, mais que justement, on n'a jamais rencontré dans la vraie vie. Fait que ça peut s'adresser à des amis qu'on se fait sur les réseaux sociaux, mais du monde qu'on rencontre sur les applis de rencontre, c'est un peu le même principe. Parce que dans sa capsule, Sophie, en fait, tout ce qu'elle nous indique, c'est pas tout, il y a énormément de choses qu'elle nous indique, mais ce qui est relié à mon sujet, c'est on peut pas nécessairement prétendre connaître quelqu'un ou comprendre un être humain sans l'avoir rencontré en personne et sans justement être très en contact avec les contextes dans lesquels les gens communiquent. Parce que ce qui se passe en ligne avec un écran ou un dispositif qui fait un filtre, c'est toujours déconnecté de contexte immédiat. Tout ce à quoi on a accès, en fait, par rapport à une personne qu'on a rencontrée en ligne ou sur une appli de rencontre, c'est toujours d'abord filtré parce qu'on choisit de dire, parce qu'on choisit de montrer, ce qu'on choisit de transformer la tournure de phrase. On se présente jamais totalement de manière authentique en ligne. Deuxièmement, ce à quoi on a accès, c'est toujours filtré et codifié par les dispositifs. C'est-à-dire que les médias sociaux numériques prescrivent des comportements techniques, des longueurs de capsules, des formats de capsules, des esthétiques, des langages, des codes. C'est toujours prescrit ça par des dispositifs, puis à cause de ça, on n'a aussi pas accès à la vraie personne finalement. Et troisièmement, ce qu'on voit des gens en ligne, c'est toujours codifié aussi par des cultures de plateforme. C'est-à-dire qu'on va pas dire et présenter les mêmes choses sur TikTok que ce qu'on va dire et présenter sur Instagram pour la simple et bonne raison que les comportements, ils sont un peu guidés en fonction de la culture, de ce qui est acceptable ou pas sur ces plateformes-là. Au-delà de ce filtrage-là, puis de cette codification-là des comportements puis des communications, il y a aussi des enjeux de présentation de soi qui se présentent en ligne parce que quand on publie sur les réseaux sociaux, on se présente toujours dans l'espace public. Puis ce qu'on présente dans l'espace public, c'est jamais exactement ce qu'on est. C'est toujours un peu l'image de ce qu'on voudrait dégager, ou de comment on souhaite être perçu. D'ailleurs, il y a un sociologue super intéressant, Irving Goffman, qui est vraiment un classique de la sociologie de la culture et des communications, qui a publié en 1973 un ouvrage qui s'appelle La mise en scène de la vie quotidienne, si je ne m'abuse, dans lequel il explique justement cette espèce de théorie du masque social-là, donc l'image qu'on souhaite projeter dans l'espace public. Puis là, ça s'articule aussi là, immédiatement de personne à personne, mais c'est exponentiellement accentué quand on entretient une image publique. Puis dans toute cette dynamique-là, il ne faut jamais oublier non plus que ce qu'on choisit de projeter, c'est toujours orienté par notre interprétation des codes de certaines cultures et de certaines représentations. Si je souhaite être perçue comme quelqu'un d'intelligent et crédible, ben, je vais adopter certains codes qui, selon moi, veulent dire que je suis intelligent et crédible, mais ça ne veut pas dire que c'est les mêmes codes pour tout le monde. Puis finalement, c'est aussi orienté par le besoin individuel de chaque personne de se sentir accepté puis d'éprouver un sentiment d'appartenance à un groupe ou une culture. Ça aussi, ça varie de personne à personne. Puis plus ce besoin-là il est accentué, plus on va être prêt à faire des concessions au niveau de l'intégrité puis de l'authenticité. Bref, tout ce qu'on voit en ligne d'êtres humains qu'on aime et auxquels on s'attache, c'est toujours extrait du contexte. Parce que dans la vraie vie, comme le dit Sophie, on peut interpréter la cohérence entre les actions puis les communications d'un être humain dans un contexte immédiat, contexte que souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on fait la même expérience, on vit le même contexte, fait que c'est plus facile de lire cette cohérence-là, justement. Quand on rencontre quelqu'un en personne, c'est aussi une interaction qui est habituellement sans filtre. C'est possible pendant quelques minutes/secondes, à supposer qu'on soit un être humain émotionnellement normal et équilibré,
de calculer un peu comment on se présente, mais à mesure où on se sent à l'aise avec quelqu'un, où le temps passe, habituellement, on va filtrer de moins en moins, puis on va se trouver dans des situations de communication qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus spontanées, où on n'est pas du tout disposé à contrôler tous les signaux qu'on envoie. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'aller vraiment en profondeur sur toutes les composantes de la communication humaine, j'ai fait une capsule il y a quelques mois qui passe à travers toutes ces composantes-là, puis qui vous indique justement tout ce qu'on est capable de recevoir comme être humain quand on interagit avec quelqu'un d'autre. C'est pas juste les mots, c'est un ensemble de signaux qu'on interprète. Autre enjeu avec ces relations intermédiatisées-là, c'est que plus on entretient une relation à travers des écrans ou par écrit ou un peu artificiel dans ces contextes-là avec un autre être humain, sur une longue base, plus il y a de risques qu'on ait à faire une sorte de dissonance cognitive en rencontrant la personne dans la vraie vie. Parce que tout le temps qu'on entretient une relation avec quelqu'un en ligne, plus on va boucher des trous avec des éléments qui nous manquent, puis on va se raconter un narratif sans même le vouloir. Là, on va se raconter, puis on va se construire une image de qui est cette personne-là. Puis ça se peut que cette personne-là, dans la vraie vie, elle soit pas du tout alignée avec l'image qu'on se soit construit. Puis après ça, si jamais on a cette dissonance cognitive-là parce qu'on a entretenu cette relation intermédiatisée-là vraiment très longtemps, ça devient vraiment beaucoup plus difficile de s'écouter soi-même si jamais il y a un signal d'alarme que cette personne-là est peut-être juste pas compatible avec nous puis on n'a peut-être pas les valeurs à la même place. Ça devient vraiment difficile de faire « Oh mon Dieu, c'était pas qui je pensais que c'était, puis peut-être que je devrais couper les ponts. » Bref, c'était juste une petite capsule pour vous rappeler de toujours faire attention à vos relations parasociales ou à vos relations bidirectionnelles intermédiatisées, pour utiliser des grands mots. Gardez toujours en tête qu'on sait jamais vraiment à qui on a affaire avant de les avoir rencontrés en personne. Puis rappelez-vous aussi qu'il faut toujours écouter notre instinct. Puis là, j'utilise instinct, mais c'est un terme un peu sorcière ou wou. La vérité, je le répète, c'est que l'instinct, c'est du pattern recognition puis de l'intelligence émotionnelle et tous les êtres humains ont tout l'équipement interne pour suivre et pour lire des situations sociales. Et on doit apprendre à se fier puis à se faire confiance dans le jugement de ces situations-là. Puis c'était pas du tout une capsule pour dire les gens sont diaboliques puis les gens seront pas fins dans la vraie vie. C'est pas ça. Il y en a que oui, par exemple, puis c'est pour ça que c'est important de rester vigilant. Dernière note, si vous vous intéressez aux communications socio-numériques ou aux communications en général, je ne saurais vous recommander de suivre des psychologues ou des thérapeutes parce que la psychologie de la communication puis avoir des informations par rapport à ces approches-là, au ressenti des êtres humains, ça nous permet vraiment de mieux comprendre comment on réagit instinctivement aux rapports humains puis aux actes de communication, puis ça nous permet de mieux comprendre les impacts que ça peut avoir en ligne. J'ai mis plein de sources dans la description pour des lectures plus avancées, incluant l'ouvrage d'Irving Goffman si jamais ça vous intéresse, puis on se revoit prochainement pour une autre capsule. C'est tout! Bye!